Au nom du Musée national de la Résistance, je voudrais vous remercier pour votre présence. Nous avons l'honneur de recevoir Jean-Pierre Féliu ce soir, qui vient nous parler de la Syrie et du Moyen-Orient, mais je pense aussi du Moyen-Orient en général. C'est son domaine d'expertise. Il m'a dit qu'il aimerait que ce soit une conversation avec vous. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions pendant son intervention. Voilà. Dans un deuxième temps, d'accord. Il y a une présentation d'abord. Excusez-moi. Voilà. Voilà, écoutez, je ne vais pas trop m'étaler. Cette intervention entre dans le cadre de nos activités pour l'année de la capitale européenne de la culture Esch 22 et est en lien avec l'exposition que nous avons actuellement au musée sur Franz Masreel, qui était un illustrateur expressionniste du début du XXe siècle, qui a été de tous les combats, littéralement, que nous connaissons encore aujourd'hui et qui ont énormément de sens encore aujourd'hui et qui résonnent encore très fort. Je vous encourage à venir visiter l'exposition si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Voilà, à vous. Donc merci à vous, cher Olivier Bouton. Merci au Musée national de la Résistance et des droits humains. J'aime beaucoup le lien entre ces deux concepts, entre ces deux notions. Merci à ce lieu magnifique qui nous accueille ce soir. J'avais déjà eu le privilège, certaines peuvent en témoigner dans la salle, d'intervenir au Niemünster dans la capitale. Donc maintenant, je connais d'expérience de l'intérieur les deux plus beaux lieux, les deux plus beaux auditoriums de ce pays. Donc, je vais faire une présentation. Alors, la Syrie et le Moyen-Orient, vous avez vu qu'on m'a laissé carte blanche, donc avant qu'on ait un échange que j'espère nourri. Mais il faut quand même un peu recadrer tout ça, donc avec ce qui est mon expertise d'historien, d'arabisant, mais aussi d'ancien diplomate, d'ancien militant des droits humains dans cette partie du monde. On croyait, on feignait de croire, on continue de croire dans beaucoup de lieux, voire de cercles de pouvoir, que ce qui se passe au Moyen-Orient peut rester au Moyen-Orient. Qu'évidemment, c'est affreux, c'est terrible, on peut pleurer de chaudes larmes, mais au fond, ça restera là-bas. Déjà, notre continent a vu que tout ça était complètement erroné lors de la dite crise des réfugiés de 2015 et de la vague d'attentats djihadistes. Mais maintenant, nous découvrons, enfin certains découvrent, pas des Cassandres comme moi, que la guerre en Ukraine a commencé en Syrie. Que ce conflit, le pire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien le compte à rebours a commencé en Syrie. Pourquoi ? Parce que en août 2013, lors des bombardements chimiques de Damas, crime contre l'humanité absolue, un dictateur bombarde sa propre population par des armes prohibées, eh bien Obama, pas François Hollande, Obama a reculé face à la mise en œuvre de ses propres lignes rouges. Il avait autorisé le dictateur à massacrer son peuple avec toutes les armes, sauf les armes chimiques. Les armes chimiques sont employées et il décide non seulement de ne rien faire, mais de conclure un accord avec Poutine sur le désarmement de l'arsenal chimique du tyran. Aux surprises, Assad ne respectera pas l'accord. On se demande qui aurait pu croire qu'il l'aurait respecté. Depuis cet accord, il a mené sans doute des dizaines d'attaques à l'arme chimique. Mais la question n'est pas là, pour ceux qui ne s'occupent pas de la Syrie, mais qui s'occupent uniquement de l'Europe et qui croient qu'on peut dissocier les deux théâtres. C'est que Poutine, lui, a parfaitement compris qu'Obama ne réagirait pas à l'annexion de la Crimée, qu'il a décidé 6 mois plus tard, et que les sanctions seraient somme toute limitées. Or, vous savez que l'annexion de la Crimée, c'est la guerre du Donbass,
et c'est le compte à rebours qui amène au conflit aujourd'hui. Conflit durant lequel la Russie banalise en Europe les techniques de guerre qui étaient déjà les siennes en Syrie, d'abord indirectement, en soutenant inconditionnellement le régime Assad, avec des conseillers, avec toute une série d'accompagnements dans les techniques de terreur. Mais à partir de 2015, de manière directe, avec une campagne aérienne et la destruction d'Alep. Et on a pu souvent comparer le martyre de Mariupol à celui qu'a enduré Alep en 2016. Et ces techniques de terreur qui visent à faire fuir une population pour contraindre la résistance à la capitulation, elles impliquent, ça n'est pas du tout un dommage collatéral, la destruction méthodique des hôpitaux, des écoles, des infrastructures publiques, surtout quand ils accueillent des civils, quand ils abritent des civils, justement pour pousser à cet exode. Et ce qui est frappant, quand on compare les deux conflits, c'est qu'en fait, les techniques syriennes ont produit en termes de flux de population un impact encore plus rapide et encore plus élevé pour arriver à une proportion de réfugiés à l'extérieur et de déplacés à l'intérieur aussi forte que celle de l'Ukraine aujourd'hui. Il a fallu des années en Syrie. Donc ça veut dire aussi que ces techniques de guerre, en se banalisant, elles connaissent une escalade. Et aujourd'hui, le chef des opérations militaires russes en Ukraine vient de Syrie, où il avait acquis donc cette expertise. Donc tout ça pour dire que, même du point de vue de la guerre et de la paix, ce qui se passe au Moyen-Orient nous touche directement. Et le peuple syrien l'a compris très tôt et n'a pas compris que nous ne comprenions pas. Mais aujourd'hui, les Syriennes et les Syriens opposés à Assad brandissent le drapeau ukrainien au même titre que le drapeau de la révolution qui, je vais y revenir, est le drapeau de l'indépendance syrienne. Drapeau à 3 étoiles qu'on opposait à la France, qui voulait diviser le pays, je vais y revenir. Donc 3 étoiles, c'est Damas, Alep et toute autre ville qui veut rejoindre la Syrie unifiée. C'est ce drapeau qu'ils associent aujourd'hui au drapeau ukrainien, en donnant des conseils aux Ukrainiens. Par exemple, très tôt, ils ont dit aux Ukrainiens « bétonnez vos hôpitaux ». Mais le conseil fondamental qu'ils leur ont donné, c'est « tenez bon ». Essayez de ne pas partir, malgré le déluge de feu, malgré la terreur systématique qui va vous frapper. Alors, cette Syrie, au cœur du Moyen-Orient, dont on voit que les conflits peuvent nous toucher directement, cette Syrie, elle a une histoire plurimillénaire. Damas et Alep sont en compétition pour le titre de ville le plus longuement habitée, entre 6 et 8 000 ans. Pour l'une et l'autre, je pense que c'est Alep qui gagne, mais bon. C'est de ça qu'on parle. C'est d'un berceau de notre civilisation. Parce que très tôt, on voit émerger au Moyen-Orient en tant que tel, dans ce milieu des mondes, c'est le titre de mon dernier ouvrage, une histoire laïque du Moyen-Orient depuis 395. En fait, dans ce milieu des mondes, qu'au carrefour de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, on a 3 espaces. On a la vallée du Nil, on a la Mésopotamie, donc l'Égypte et l'Irak, et puis on a la Syrie au sens large. Pas uniquement la République arabe syrienne actuelle. Ce qu'on appelle en arabe le Bilad esh-Sham, ce qui était une entité beaucoup plus vaste, qui couvrirait aujourd'hui les territoires de la Syrie, du Liban, de la Palestine, d'Israël et de la Jordanie. Donc on a, dans la vallée du Nil et en Mésopotamie, très tôt, on parle de
3000 avant Jésus-Christ. Des systèmes autoritaires, potentiellement totalitaires, qui gèrent la ressource rare qui est l'eau de manière littéralement pyramidale. J'ai oublié de vous demander, vous m'entendez bien, hein? Tout va bien, hein? Entendu. Donc, en Syrie, c'est pas du tout ça. En Syrie, on n'a pas un fleuve entouré de désert, avec la centralisation que ça implique. On a une multitude d'environnements, comme aurait dit Montesquieu. On a la plaine littorale, on a des chaînes qui la surplombent, on a des plateaux intérieurs, on a des oasis, on a des vallées, la vallée de l'Oronte, on a toute une série de la vallée de l'Euphrate, évidemment, on a toute une série d'environnements qui créent des niches, vraiment au sens de biotope, qui vont faire que cette partie du monde va être un sanctuaire de minorités, va être un territoire pluriel où vont se réfugier au fil des siècles, je ne vais pas le détailler, les dissidents de tel ou tel culte dominant, que ce soit les églises dissidentes d'Orient, qui s'opposent aux Byzantins, ou les différentes dissidences de l'islam, que je préfère appeler les différentes familles de l'islam. Donc il y a la dominante sunnite, les chiites, les alaouites, les druzes, les ismaéliens. Mais cette sanctuaire de minorité va voir aussi la coexistence parfois dans le même village de ces minorités. Hein, dans les villes, ça c'est plus classique, il y a des quartiers qui sont souvent séparés, mais les marchés sont partagés. Et puis c'est surtout en Syrie que l'islam, sortant d'Arabie, une génération après la mort du prophète Mohammed, va s'institutionnaliser avec la première dynastie de califes, les Omeyyades. Et c'est en Syrie que ces musulmans vont en fait s'approprier les rites chrétiens, que ce soit la grande mosquée, la Jamia, qui est directement inspirée des basiliques et des cathédrales byzantines, ou le minbar, la chaire sur laquelle l'imam monte le vendredi pour faire le sermon hebdomadaire qui renvoie évidemment au sermon dominical de la chrétienté. Et la mosquée des Omeyyades est anciennement donc à Damas. Il y en a aussi une autre à Alep, mais qui a beaucoup souffert. La mosquée des Omeyyades à Damas, c'est initialement une cathédrale, une basilique, qui abrite les reliques supposées, je suis historien, de Yahya, Jean-Baptiste, donc sa tête, concrètement. Hein. Yahya, prophète de l'islam, Jean-Baptiste, saint précurseur du Christ. Et donc, il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas non plus exclure le fait que ce lieu a été pendant longtemps, avant de devenir une mosquée intégralement, un lieu de culte partagé entre chrétiens et musulmans. Donc on a cet espace qui va connaître toute une série de tragédies et de périodes de prospérité au fil des siècles. Hein. Sans doute la pire tragédie avant Assad, parce que Assad a dépassé toutes les tragédies, c'est Tamerlan en 1400-1401 qui va ravager la Syrie, qui va détruire Alep comme Damas. Et dans cette Syrie, sous l'Empire ottoman, qui la contrôle à partir du début du XVIe siècle, va progressivement émerger. C'est pas, quand je dis Syrie, hein, vous avez bien compris, là, pour l'instant je parle du Bilad esham, de l'espace entre l'Égypte et l'Irak. Hein, et on voit bien qu'en Égypte, on a
comme en Irak, on a des pouvoirs beaucoup plus cohérents. Tandis qu'en Syrie, voilà, pendant les croisades, il y aura des roitelets chrétiens et musulmans qui combattront des roitelets musulmans et chrétiens. C'est comme ça, voilà, c'est une forme de coexistence pas toujours sympathique, mais pragmatique. Et donc, quand l'Empire ottoman va rentrer en crise, hein, j'arrive à aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais je crois que c'est important de rappeler tout ça. À la fin du XIXe siècle, on voit bien que en Europe, on a ce qu'on appelle, d'ailleurs le mot est devenu courant, la balkanisation. Hein, et cette balkanisation va s'étendre à l'Anatolie, va déboucher sur l'épouvante du génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale. Dans le Levant, dans cette Syrie au sens large, on a, il ne faut pas idéaliser là encore, mais des formes de coexistence, de vivre ensemble, ta'ayush, qui émergent dans le cadre d'une nahda, d'une renaissance arabe. Nahda veut dire renaissance, qui met en avant l'appartenance arabe au-delà des différentes confessions. Et cette nahda, pendant la Première Guerre mondiale, elle va inspirer un projet d'alliance entre les nationalistes arabes et la France et l'Angleterre, contre donc l'Empire ottoman, lui-même allié aux Allemands, qui, au Moyen-Orient, souvent conseillent, voire commandent les armées ottomanes. Donc les Arabes négocient l'établissement d'un royaume arabe à Damas sur les territoires qui seront libérés de l'Empire ottoman. Et c'est sur cette base qu'ils rentrent en guerre. Alors, on a beaucoup parlé de Laurence d'Arabie, qui est un formidable écrivain, mais un peu mythomane quand il s'agit de sa propre contribution à cette guerre de libération arabe. Voilà, l'idée qu'un diplômé d'Oxford va apprendre aux Bédouins à mener la razzia, ça fait quand même un peu sourire. De toute façon, cette contribution est déterminante, mais les Anglais et les Français vont essayer de la faire oublier, d'où l'importance, là encore, toujours, de la recherche historique, et parce qu'ils ont décidé secrètement de se partager le Moyen-Orient avec la France au nord, sur la Syrie, on ne parle pas encore du Liban, hein, et au sud, la Palestine et l'Irak, on ne parle pas encore du sionisme en faveur duquel la Grande-Bretagne s'engagera dès 1917. Donc au sortir du premier conflit mondial, on a une trahison des promesses faites aux Arabes, alors même qu'un royaume arabe est proclamé à Damas en 1918, avec une constitution protectrice des minorités, et il s'inspire directement du droit des peuples qui a été énoncé par le président américain Woodrow Wilson. Sauf que Wilson est désavoué par son Sénat. Déjà, le Moyen-Orient pâtit de la politique intérieure américaine, c'est il y a plus d'un siècle, et que donc la Société des Nations qui va naître, eh bien, elle sera complètement aux mains des Français et des Britanniques qui vont se partager le Moyen-Orient comme ils en étaient convenus, avec un mandat français sur la Syrie dont il ampute le Liban, et un mandat britannique sur la Palestine, sur l'Irak, et ils vont créer un État tampon, la Transjordanie. Pourquoi je rappelle tout ça? Parce que, en fait, le combat mené pour cette indépendance arabe, pour cette entité constitutionnelle arabe, ben, il est toujours en cours, y compris dans la tragédie syrienne aujourd'hui. En effet, en 1920, après avoir lancé un ultimatum depuis Beyrouth, les Français écrasent le royaume arabe à Damas et décident de diviser la Syrie
dont ils ont déjà retranché le Grand Liban, qui est le Liban actuel, en un gouvernement d'Alep, un gouvernement de Damas, et alors un État druze, un État des Alaouites. Donc on voit bien que les Français font du confessionnalisme, font littéralement du diviser pour régner. D'où le drapeau à 3 étoiles qui va leur être opposé lorsque le mouvement nationaliste va inexorablement progresser. Vu que les Français font des élections, les nationalistes les gagnent, les Français ne tiennent pas compte des élections, et on va de crise en crise. Il y a un moment, le Front populaire, où on signe un traité entre la France et la Syrie, vu que le mandat est censé amener à une indépendance. C'est Léon Blum qui le signe, avec le président Atassi pour la Syrie. Mais la chute du Front populaire fait qu'on revient toujours aux mêmes pratiques communautaristes, tout en disant les Syriens ne peuvent pas vivre ensemble, la preuve. Finalement, en 1943, Charles de Gaulle concède l'indépendance à la Syrie sur le papier. Il la concède au Liban au même moment, mais en fait, il veut continuer à tenir le pays. En 1945, il fait bombarder le Parlement de Damas. C'est une des premières crises dont les Nations Unies ont à traiter. Elles viennent d'être fondées à San Francisco avant de s'installer à New York. Et finalement, la France va se retirer et perdre sa position éminente qu'elle avait en Syrie. Sauf que les élites nationalistes, les militants de différentes tendances, qui se sont battus pendant une vingtaine d'années pour arriver à cette indépendance, ils sont épuisés. Mais la Syrie reste plurielle. Donc il va falloir 15 ans de coups d'État entrecoupés de restauration du système parlementaire pour que finalement, après en plus une phase d'union arabe dont Assad tire son drapeau aujourd'hui, la République arabe unie, concrètement, ça a été l'occupation de la Syrie par l'Égypte, avec le choc entre le despotisme de la vallée du Nil et le pluralisme de la Syrie historique. Donc aujourd'hui, le drapeau d'Assad, ce n'est pas un drapeau qui exalte l'indépendance de la Syrie, c'est un drapeau avec 2 étoiles en faisant référence à l'Égypte et à la Syrie, donc à la République arabe unie. Sauf que les Syriens ils disent de toute façon, les 2 étoiles, c'est les 2 yeux, chouf, chouf, ça veut dire qu'ils nous regardent partout. Donc on a le pluralisme syrien va finalement être brisé par l'arrivée au pouvoir du parti Baas, qui prône le panarabisme, un socialisme arabe. Alors moi, je sais ce que sont les Arabes, je sais a priori ce qu'est le socialisme. Socialisme arabe, je n'ai jamais bien compris, mais le parti Baas, à peine arrivé au pouvoir, va lui aussi être travaillé par des querelles de pouvoir très, très sanglantes, qui, je vous passe la succession, aboutissent en 1970 à la prise du pouvoir par Assad le père, qui va rester au pouvoir pendant 30 ans et qui va léguer la Syrie à son fils Bachar. Donc, dans les processus dynastiques, surtout quand il ne s'agit pas de monarchie, mais de dictature soi-disant républicaine, il faut toujours savoir que le successeur va être pire que le fondateur. Pourquoi ? Parce que le successeur, il hérite du pays. Le pays lui appartient. Les gens de ce pays lui appartiennent. Alors que le fondateur a dû quand même se battre pour en arriver jusque-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un principe darwinien. C'est que dans ce système de coups d'État, d'intrigues, de putsch, c'est toujours le pire qui gagne. Et donc, on avait le pire avec le père et on a le pire avec le fils. Donc, Bachar el-Assad a toutes les raisons de bien s'entendre avec Vladimir Poutine,
ou en tout cas d'avoir la même vision du monde. J'avais parlé dans Le Monde, où j'ai une chronique hebdomadaire, tous les dimanches matins, c'est mon sermon dominical. Donc j'ai parlé de Bachar Assad et de Bachar Poutine et Vladimir Assad. Hein, parce que tous les deux sont des héritiers. On oublie que Poutine, il n'a pas dû faire grand-chose pour le pouvoir, Yeltsin lui a donné. Après, Poutine s'est arrangé pour le garder. Bachar et Poutine ont la même culture de service de renseignement. C'est-à-dire le peuple n'existe pas. Le peuple, c'est un complot de la CIA ou du Mossad. Et si le peuple bouge, comme ce sont des agents de la CIA et du Mossad, il faut les massacrer. Ce sont des terroristes, y compris quand ils amènent des bouteilles d'eau et des fleurs aux soldats. Hein? Donc, et puis, dans les deux cas, on a un système mafieux. Alors, on dit poliment les oligarques pour la Russie. Je trouve ça très poli. Hein? Donc, ça veut dire que dans les deux cas, on a il faut gérer la famille, il faut gérer le syndicat. Hein? Donc, il faut qu'il y ait toujours suffisamment d'argent pour faire profiter tout le gang qui est au pouvoir. Donc, on a, pour comprendre les Assad, moi je conseille de voir ou de revoir Le Parrain 1, Le Parrain 2. Voilà. Marlon Brando, Corleone, il a beaucoup de défauts, mais il n'aime pas la drogue, il n'aime pas l'héroïne. Et son fils, Al Pacino Bachar, il aurait bien voulu sortir de la fatalité, aller avec Diane Keaton, pas connaître que des Siciliens, etc. Mais c'est comme ça. C'est tragique. Alors quand c'est Coppola, c'est sublime. Bachar sait, dès qu'il a été désigné pour succéder à son père, qu'il faudra qu'il tue pour ne pas être tué. Et Al Pacino va tuer beaucoup plus que son père. Beaucoup plus. Va violer tous les tabous, va même tuer son frère. C'est ça, les successeurs. Et donc, face à cela, on a parlé de printemps arabe, moi j'ai parlé de soulèvement démocratique. Et j'ai suivi de près la Tunisie, l'Égypte, Bahreïn, le Yémen. Mais je me disais, en Syrie, le risque est trop grand. 100 manifestants en Syrie, c'est 10 000 manifestants en Égypte. Parce qu'en Syrie, quand on descend manifester, on fait ses adieux à sa famille. Même si on manifeste la chemise ouverte pour montrer qu'on ne cache pas d'armes, même si, comme à Daraya, dans la banlieue de Damas, le cher Jaoudat Saïd dit la violence vient du diable et prône une forme de gandhisme musulman. Bon, là aussi, comme historien, on a quand même notre méthode, la façon dont on analyse la réalité à partir des données. Les manifestations sont pacifistes, elles vont rester pacifistes très longtemps. Le régime, dès le premier jour, dit c'est un ramassis de terroristes. Et les manifestations n'existent pas, elles ont été tournées dans les studios d'Al Jazeera à Qatar. Non. Là encore, comme à Boccia, hein, c'est pas grave que les deux mensonges se contredisent. L'important, c'est d'instiller le doute. Et on sait que la première victime de la guerre, c'est la vérité, mais en Syrie, Assad et Poutine ont porté ça à très très grande échelle. Et on fait que, comme les Syriennes et les Syriens m'ont dit souvent, les morts sont morts deux fois. Ils sont morts quand ils sont tombés sous les balles, les couteaux, les bombes du tyran, mais ils sont morts parce qu'on a nié leur mort. Ou plutôt, on a inventé des crimes sans criminels, en s'interdisant de nommer le coupable.
Alors comment ça a pu se faire? Ça a pu se faire parce que, dès le début, le soulèvement syrien a embêté le monde entier. Il faut quand même dire la vérité. Obama, Sarkozy venaient de s'engager en Libye. Ils n'avaient aucune envie d'une crise de plus. Israël voulait le calme à sa frontière nord, trouvait qu'Assad était quand même le moindre mal. Les Libanais expliquaient « Oh là là, si ça va mal en Syrie, ça va nous retomber dessus ». Évidemment, pour les Russes et les Iraniens, il ne pouvait y avoir que Bachar. Les pétromonarchies trouvaient que ces Syriennes et ces Syriens de toute confession, disant « Wahed, 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 Sharb Souri, Wahed ». Le peuple syrien est uni, oh là là, c'était pas assez islamiste tout ça. Donc, alors que les Syriens pensaient, comme souvent ceux qui défendent des causes justes, que leur cause juste sera comprise immédiatement, ils se sont très vite heurtés à un mur d'incompréhension. Alors je sais parce que dès le début, moi j'ai été évidemment avec eux, et je voyais les questions. Oh, mais c'est pas des révolutionnaires s'ils n'ont pas un programme révolutionnaire. Ah oui, excellente question. Donc la révolution, voilà, il y a un manuel de révolution, et s'il n'y a pas le programme, et on peut juger chapitre 1, chapitre 2. Parce qu'en fait, comment ils ont tenu? Ils ont tenu en se structurant de manière horizontale, par des comités, des tansekiyat de coordination locale, qui progressivement se fédéraient. Et dès avril, ont élaboré, j'en ai fait la publication en anglais, la traduction en français, une base pour une Syrie nouvelle. Mais effectivement, on ne parlait pas des rapports de production, on ne parlait pas de socialisme, on ne parlait pas de tout ce qui continue d'alimenter l'imaginaire progressiste en Europe. Et donc, non, ce n'est pas vraiment une révolution, c'est des insurgés, c'est des rebelles. Et donc, effectivement, cet enracinement horizontal, il a permis à la contestation de s'étendre et de tenir. Mais il a empêché l'émergence d'un leadership qui aurait pu être reconnu internationalement. Sauf que, alors qu'en Libye, il y avait un Conseil national de transition assez trouble, assez obscur, qui a obtenu la reconnaissance internationale des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, ce qui du coup a aidé à la structuration de la révolution libyenne, même si on sait que ça n'a pas sauvé le pays des crises successives. En Syrie, il y a eu un refus de reconnaître une alternative à Assad. Donc ça veut dire qu'à l'ONU, c'est le bourreau qui siégeait au nom du peuple qu'il massacrait. Et que donc, on commençait à avoir des réunions des amis de la Syrie, mais on ne savait pas ce qu'était cette Syrie dont les États-Unis, l'Europe, la Turquie se prétendaient les amis. Et il y a eu une décision terrible, et on voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Voilà, les Turcs ont demandé une zone d'interdiction aérienne. Les Occidentaux ont dit pas question. Bon, il se trouve que, je pourrais le raconter, mais en 1991, j'ai vu très directement les Américains mettre en place une zone d'interdiction aérienne au nord de l'Irak en 24 heures. Ce qui a sauvé la population kurde et permis l'autonomie du Kurdistan actuel. La même chose en Syrie aurait évidemment non seulement évité les vagues de réfugiés, mais permis l'émergence d'une alternative à Assad. D'une alternative structurée, et non pas de tous ces faux nez qui émargent plus ou moins auprès de tel ou tel régime. Donc on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça, donc il n'y a pas eu la possibilité de protéger la population syrienne sur son territoire. Et il y a eu, bon, moi j'ai été
à Alep en 2013. J'ai été dans quelques zones de conflit, Afghanistan, Somalie, Bosnie, Liban, en pleine guerre. Je n'ai jamais vu ça. Le monopole absolu de la force aérienne et la vulnérabilité absolue de la population. On pouvait tirer que, éventuellement à la douchka contre les hélicoptères. Tous ces manpads qui ont maintenant été livrés à l'Ukraine, et c'est une très bonne chose, rien. Il n'était pas question de leur livrer parce que ça aurait pu tomber dans de mauvaises mains. On a vu que plus tard, Daesh fera directement son marché dans les arsenaux de l'armée américaine en Irak, donc pas de problème. Mais là, il y avait très clairement, du côté des États-Unis plus encore que de la France et des Européens, une volonté de donner le moyen à l'opposition syrienne de tenir, mais jamais de gagner. Alors qu'en face, soutien inconditionnel de la Russie et de l'Iran. Et puis, il y a le problème de ces manifestations pacifiques qui se sont progressivement militarisées. Comment ça s'est fait? En 2 temps. Par des groupes d'autodéfense pour protéger les manifestations qui se faisaient tirer dessus chaque vendredi, et par les désertions de l'armée syrienne qui ont constitué ce qu'on appelait l'armée syrienne libre. Sauf que cette armée syrienne libre, elle n'existait pas. Une armée, c'est une chaîne de commandement, c'est une chaîne d'approvisionnement. Et donc, au lieu de ça, on a eu des groupes qui se sont fragmentés et qui, je l'ai vu à Alep, je l'ai documenté par ailleurs, ils ne se sont pas forcément radicalisés, mais pour trouver du financement dans le Golfe, ils ont tenu un discours de plus en plus islamiste, voire salafiste. Et donc, très tôt, moi j'ai dénoncé les crimes que ces milices commettaient, qui n'étaient pas du tout sur le même ordre de grandeur que le régime Assad, mais qui restaient des crimes de guerre à proscrire. Et puis il y a eu l'illusion d'une victoire militaire que moi j'ai toujours cru inatteignable. Il fallait créer les conditions d'une transition politique, mais penser qu'on allait rentrer comme ça dans Damas. Donc il y a eu la bataille des 2 capitales, c'est ainsi que la révolution l'a appelée, autour de Damas, autour d'Alep, les banlieues de Damas, enfin la plupart des banlieues de Damas ont été contrôlées par la révolution, et une partie d'Alep. Sauf qu'après, ça s'est enlisé. Et les batailles, les morts, le sang coulaient pour contrôler un pâté de maison, pour contrôler... Et cette militarisation faisait perdre de vue la révolution elle-même, ce qu'elle devait amener, comme émancipation individuelle et collective. Avec en plus ces surenchères entre différents groupes. Moi j'ai vu à Alep les gens du Golfe qui arrivaient avec des mallettes de cash et qui disaient moi je vous donne ça, mais vous dites certaines choses devant ma vidéo. Comme ça, moi je vais ramener tout ça, on va voir ça en famille dans le Golfe, et puis vous appellerez brigade du martyr je sais pas quoi. Hein? Donc on a eu ça qui était déjà très très préoccupant, mais qui ne changeait rien à la dynamique révolutionnaire qui continuait d'animer la société civile. Et très souvent, même dans des lieux où les milices étaient assez puissantes, elles étaient obligées de s'incliner devant les directions civiles citoyennes qui garder, parce que la structure initiale des coordinations dont je vous parlais, c'est donc, voilà, il y a quelqu'un qui est en charge des médias, en charge de la logistique, en charge de... Et puis, quand ça s'est militarisé, il y a quelqu'un qui est en charge de l'armée. Mais il est sous l'autorité du Conseil civil. Donc on a eu de plus en plus des milices qui se sont... qui ont pris le pouvoir dans telle ou telle zone tenue par les révolutionnaires contre les directions civiles. Et puis évidemment, il y a eu Daesh.
État islamique en Syrie et en Irak, hein, qui s'est fondé dans la première ville libérée par les révolutionnaires, qu'en fait les révolutionnaires ne voulaient pas libérer, ils préféraient la garder comme une ville ouverte, Raqqa, sur l'Euphrate. Mais ils ont été poussés par les groupes salafistes qui ont cru très malins de conquérir officiellement la ville et qui se sont fait phagocyter par les djihadistes. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu la deuxième révolution. C'est-à-dire que les groupes opposés à Assad, en janvier 2014, ont expulsé Daesh d'Alep, du nord-ouest, pour l'obliger à se replier, pour faire simple, au-delà de l'Euphrate. Donc on aurait pu penser, voilà, ils ont prouvé qu'ils étaient sérieux, qu'ils pouvaient même expulser Daesh, pas uniquement se combattre contre Assad. Non. Les Américains n'ont pas voulu les prendre comme partenaires. Ils ont préféré choisir un parti kurde. Alors il se trouve que c'est un parti pan-kurde qui s'appelle le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui a été fondé en Turquie, dont le chef a été l'hôte de Papa Assad pendant 14 ans, et qui a une branche syrienne qui s'appelle le Parti de l'unité démocratique. Et donc, ce parti kurde avait un accord avec Assad qui lui avait laissé une partie du nord-est du pays, mais en maintenant des liaisons aériennes entre Damas et Qamishli, et en maintenant une présence de la police et de l'armée syrienne, même si elle était discrète. Donc, c'est un parti pan-kurde qui, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé que dans la révolution syrienne, il jouerait sa propre partition au service de ses propres objectifs nationalistes kurdes et les yeux tournés vers la Turquie. Or, il se trouve que ce parti est très bien organisé, qu'il a une vraie chaîne de commandement et que du coup, pour les Américains qui déjà travaillaient avec les Kurdes, même si c'était des Kurdes d'autres partis en Irak, ils ont choisi ce parti pour lutter contre Daesh, et ce parti a lutté très courageusement, a payé un prix exorbitant à la lutte contre Daesh, sauf que lui, alors c'était pas seulement une zone d'interdiction aérienne, il avait l'aviation américaine derrière lui. Il y aurait eu un tel soutien à la révolution syrienne à un moment donné, les choses auraient été complètement différentes. Sauf qu'on a commencé à dériver avec cette citation de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avant était ministre de la Défense. Bachar est l'ennemi de son peuple, Daesh est l'ennemi de l'humanité. Donc, dans les deux combats, on introduit une hiérarchie. On va se mobiliser internationalement contre Daesh, mais en revanche, Assad, on va le laisser faire ses petites affaires. Malgré cela, en 2015, le régime Assad, parce qu'il faut voir, le régime Assad, ce sont des gangsters. Donc ils ne savent pas se battre, ils n'ont jamais su se battre contre Israël. Ils ont racketté le Liban pendant 30 ans parce que de toute façon, ils exerçaient une terreur vraiment dissuasive, mais ce ne sont pas du tout des bons combattants. Donc déjà, ils ont dû faire venir le Hezbollah du Liban, faire venir des milices pro-iraniennes d'Irak, voire du Pakistan, de l'Afghanistan, parce qu'en combat urbain, ils étaient, excusez-moi l'expression, totalement nuls. Et pour les Russes, de toute façon, le combat urbain, ça n'existe pas. On le voit en Ukraine. Ça vient de la Tchétchénie jusqu'en Ukraine en passant par la Syrie. Le combat urbain, c'est on bombarde tout, on démolit tout, la population fuit et après on rentre avec les chars. C'est ça. Donc la guérilla urbaine, qui était fondamentale à Alep comme à Damas, pas uniquement, était en train de l'emporter. Donc Poutine décide cette fois de s'engager directement. On est en septembre 2015.
Et comme la guerre globale contre la terreur de George W. Bush au moment de l'invasion de l'Irak, on a une guerre globale contre la terreur, sauf que, voilà, on ne veut pas l'appeler comme ça, qui est lancée par Poutine. Et comme pour Bush, c'est annoncé à la tribune de l'ONU. Bon, vous savez tous ce que c'est la guerre globale contre la terreur à l'américaine. La guerre globale à la terreur à la russe, on n'a pas compris tout de suite, mais on l'aurait écouté, on aurait peut-être compris l'Ukraine aujourd'hui. Hein? Voilà, les terroristes, les nazis en Ukraine. Hein? Tout ça, c'est un complot occidental. Hein? Les soi-disant dictatures sont des régimes souverains. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas faire de sanctions. C'est une ingérence occidentale. Et il faut combattre les terroristes. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va avoir un basculement, parce qu'Erdogan en Turquie va basculer de la confrontation avec la Russie vers la coopération avec la Russie. Et c'est ce lâchage de la révolution syrienne par Erdogan qui va aboutir à la chute d'Alep en 2016 dans des conditions assez comparables à celles de Mariupol, c'est-à-dire une capitulation sur un champ de ruines, avec des soi-disant corridors humanitaires qui ont en fait été des pièges pour terroriser un peu plus la population civile. Et donc à partir de là, se met en place, sous l'autorité des Russes, et avec ce langage orwellien qui serait merveilleux s'il n'était pas sinistre, hein, l'état-major russe en Syrie s'appelle le Centre de réconciliation. C'est beau, hein? Donc ça veut dire qu'on va réconcilier. Réconcilier, c'est simple. Hein? Tu te soumets, tu capitules, ou on continue de bombarder. Quand tu as décidé de capituler, on est réconcilié. Hein? Et à ce moment-là, les Turcs protègent au nord-ouest de la Syrie, dans une enclave autour de la ville d'Idlib, qui est maintenant contrôlée par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, pour vous dire comme c'est des démocrates, ceux-là. Donc on va avoir 3 millions de Syriennes et Syriens là, et à chaque fois qu'il y a une capitulation, à Alep, dans les banlieues de Damas, etc., il y a des bus qui partent, comme les bus partent de telle ou telle ville d'Ukraine, pour rejoindre cette enclave d'Idlib. Et donc on va avoir une gestion par la Russie, la Turquie, l'Iran, du dossier syrien. Voilà. Pendant que les Américains continuent à l'ouest de l'Euphrate, à l'est de l'Euphrate, de protéger la zone des milices majoritairement kurdes, qui ont un peu dilué, qui maintenant s'appellent Force démocratique syrienne, qui ne parle plus du Rojava, qui est un terme kurde, qui veut dire Occident, ce qui prouve que pour eux, voilà, c'est l'Occident du Kurdistan, c'est pas le nord-est de la Syrie. Hein. Donc maintenant, ils disent l'administration autonome du nord-est. Voilà. Donc, on a cette partition de la Syrie, voilà, la zone d'Idlib, les territoires directement occupés par la Turquie, les forces démocratiques syriennes, la zone Assad, le Golan, dont il ne faut quand même pas oublier que c'est un territoire syrien occupé par Israël depuis 1967. Et donc, on en est là. Évidemment qu'Assad a gagné la guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf qu'au Moyen-Orient, on l'a vu justement avec Bush en Irak, gagner la guerre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. La question, c'est est-ce qu'on peut gagner la paix? Pour Assad, c'est une non-question. Il a fait cette guerre pour que, concrètement, la moitié de sa population fuit ses foyers, soit déplacés intérieurement, soit réfugiés à l'extérieur. Il ne veut surtout pas que ces réfugiés reviennent. Il a tout fait pour se débarrasser de cette population critique. C'est pour ça que les réfugiés de toute tendance, disent très simplement, alors évidemment les gens s'arrachent les cheveux, nous on ne rentre pas tant qu'Assad est là. Parce que si on est là, c'est parce qu'Assad est là. C'est pas parce qu'il y a la guerre c'est Assad. Après on a vu qu'il y a eu d'autres guerres qui se sont greffées là-dessus, mais
au fond du fond, c'est toujours ça. Et ne jamais oublier qu'Assad, par tous les calculs qu'on peut faire, a tué 10 fois plus de personnes que Daesh en Syrie. Donc le vrai monstre, c'est lui. La source de la barbarie, c'est lui. L'état de barbarie, comme le disait à propos de son père, le regretté Michel Seurat, mort aux mains du Hezbollah en 1986. Donc, on est dans une impasse. Mais que Assad soit dans une impasse, pour tous ceux qui connaissent les Assad, il se trouve que j'ai rencontré aussi bien le père que le fils, c'est pas surprenant. Les Assad, je vais lâcher le micro, excusez-moi. C'est ça. Ils ne bougent pas. Et le kursi. Ils sont dans le fauteuil. Ils ne bougent pas. Le monde bouge. Il y a toujours un moment où le monde va revenir s'asseoir devant eux. Eux, ils ne bougent pas. Ils ne bougeront jamais. Alors, ce n'est pas le même style. Hafez al-Assad, il mettait à l'épreuve la vessie de ses interlocuteurs en parlant pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Parfois, ça durait 11 heures. Des croisades, du sionisme. Évidemment, les choses importantes, c'était à la fin. Et à ce moment-là, les gens avaient tellement envie de sortir pour toutes les raisons que vous imaginez qu'ils lui disaient oui, 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 oui. Bachar, c'est différent. Mais c'est pas logique. C'est pas logique pour un président de bombarder son propre peuple. Moi, je suis logique. Vous trouvez pas que c'est pas logique de dire que je fais ça? Et il y a des gens, alors j'ose pas imaginer leur niveau intellectuel, ils sortent de « Oh, c'est vrai quand même, hein. C'est vrai qu'il a raison, c'est pas logique, oui. » Voilà. Donc il attend. Il voit que ça commence à revenir. Par chance, l'Union européenne reste très ferme face aux dictateurs. Et dans la récente conférence qu'elle a fait sur la Syrie, où il y a quand même des milliards d'euros qui ont été promis, elle a conditionné très explicitement son aide au fait que, voilà, si les gens rentrent, ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas être violés, ils ne vont pas reconnaître le même système d'oppression qu'il y avait avant. Et c'est pour ça que Bachar ne voudra pas les laisser revenir. Parce que leur retour est une menace pour son régime. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, on est dans cette impasse où les Émirats arabes unis, dans une logique contre-révolutionnaire, essayent d'encourager la normalisation arabe avec Bachar, mais on voit que rien ne bouge, ou plutôt si. C'est-à-dire que le parrain est vraiment devenu un parrain. Parrain 1, parrain 2, alors on verra ce que ça donnera avec le parrain 3, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le régime Assad est devenu le principal producteur de Captagon au monde. Alors vous n'avez évidemment jamais consommé de Captagon, donc je vais vous expliquer que c'est une amphétamine chimique. Alors il se trouve qu'il y a une bonne industrie pharmaceutique en Syrie. Donc vous imaginez qu'elle a souffert de la guerre comme le reste, mais évidemment on a gardé quelques chimistes. Et donc le Captagon est très consommé dans la péninsule arabique, parce que c'est inodore, hein, donc on peut aller après où on veut, sans qu'on voit qu'on est complètement défoncé. Et donc c'est un énorme marché. Et donc, Assad a compris que voilà, le Captagon pouvait maintenant se déverser sur la péninsule arabique. Donc son frère, voilà, on est complètement dans Coppola, hein. Maher al-Assad, hein, chef de la garde présidentielle, hein, est chargé de la protection militaire de la production de drogue. Et après, ça passe au Liban avec le Hezbollah, ça passe en Jordanie, d'où des accrochages très sévères à la frontière. Donc voilà, pendant que nous on est là, ah oui, en Syrie, qu'est-ce qui se passe? Eux, ça va très bien, hein, les Assad. Hein. Ils viennent de trouver une nouvelle façon de faire de l'argent. Et Madame Assad, Asma al-Assad, qui n'a pas étudié pour rien la finance à Londres,
eh bien, il y a un système de smart card, de carte à puce, qui fait que sur tout sac de riz, de sucre, de je ne sais pas quoi, qui est distribué au titre de l'aide humanitaire en Syrie, elle touche. Ils sont incroyables. Ils ont quand même une perversité inouïe. Donc face à cela, qu'est-ce qu'on a fait? Honnêtement, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Évidemment, beaucoup plus. Pas uniquement au nom du droit international et des principes qui nous sont chers, mais comme on l'a vu, pour éviter que les réfugiés, la terreur, la guerre ne viennent du Moyen-Orient en Europe. Donc, je regarde. Oui. Je crois que je vais arriver à la fin de ma présentation. Hein. J'ai essayé, voilà, de vous faire ce panorama historique, mais en mettant vraiment au centre du Moyen-Orient cette Syrie, dont on voit bien que si elle avait évolué différemment, eh bien l'ensemble de la région aurait évolué différemment. Et que la catastrophe syrienne, hein, on parle quand même d'un pays qui, en 2011, a un peu plus de 20 millions d'habitants. On a 6-7 millions de réfugiés, 5-6 millions de déplacés internes, 500 000 morts, 1 million de blessés, au moins 100 000 disparus, entre guillemets, c'est-à-dire concrètement enlevés. C'est, voilà, on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire. Et on ne l'a pas empêché. Hein, et on aurait pu, à différents moments. Mais la question n'est pas là, sauf si évidemment vous me la posez, elle sera à ce moment-là complètement légitime. Mais la question est comment maintenant que l'Ukraine a prouvé tout ce que la Syrie signifiait, comment se comporter, agir et réagir face à ce qui est quand même, y compris dans cette actualité ukrainienne, un des plus grands drames au monde aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci pour votre présentation qui était très intéressante. J'ai lu votre livre « Le milieu des mondes » qui montre aussi toute la complexité de cette région, pas seulement dans le passé mais aussi aujourd'hui. Je voulais vous poser une question. Quand on était à un stade où beaucoup de gens pensaient que le régime Assad pouvait s'écrouler, on entendait ça et là que certains hésitaient à achever le régime, notamment des puissances étrangères, parce qu'ils avaient peur que la Syrie se décompose complètement. Est-ce que, d'après vous, c'était un scénario qui aurait pu se passer ou non? Alors d'abord, quand on voit l'état de la Syrie, le risque de décomposition, les chiffres que je viens d'énoncer, c'est le chaos. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui continue à prétendre qu'il est président, alors qu'il règne sur un champ de ruines, que c'est pas le chaos. Donc de toute façon, la décomposition, elle a eu lieu. Mais je crois qu'il faut, autant François Hollande a eu très tôt une vision très claire de ce qui se passait en Syrie, des risques que ça représentait pour la France et pour l'Europe. C'est pour ça qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout, après le bombardement chimique de Damas. Autant Barack Obama, qui a tourné Kazakh en 24 heures, l'a fait, et d'ailleurs, comme c'est quelqu'un d'assez conscient de lui-même, il a théorisé ça. Hein. Non seulement, c'est pas une erreur, mais pour lui, c'est une des décisions fondatrices de sa présidence, de ne pas avoir bombardé la Syrie. Et quand il était interviewé par Tom Friedman, quelques mois plus tard, il a dit « Mais enfin, comment voulez-vous » et il parlait de l'insurrection syrienne, qu'une armée composée d'enseignants, de fermiers, de médecins, puisse renverser un régime. Le problème, c'est que c'est une armée composée d'enseignants, de fermiers et de médecins
qui a fondé les États-Unis contre le colonialisme britannique. Ce qui veut dire que même le grand Obama était incapable de comprendre que l'histoire occidentale, la noble, la grande, pouvait avoir son pendant au cœur du Moyen-Orient. Et moi j'ai vu des gens qui étaient des enseignants, qui étaient des fermiers, qui étaient des médecins sur la ligne de front. Évidemment, ils n'étaient pas passés par des écoles d'état-major, mais je peux vous dire qu'ils étaient motivés. Et effectivement, ils faisaient des erreurs terribles, ils payaient un prix très lourd, mais s'ils ont tenu ce qu'ils ont tenu, avant qu'arrivent les salafistes, les djihadistes et les coupeurs de tête et tout ce qu'on sait, qui d'ailleurs ont très vite éliminé les enseignants, les fermiers et les médecins, parce qu'ils savaient que ces gens-là, ils ne pourraient pas les tenir. Et bizarrement, à Alep, on savait que les listes étaient les mêmes que les listes d'Assad. Il y avait dû quand même y avoir une petite communication. Donc, voilà. Il y a cette idée qui est complètement contraire à ce que je vous ai dit de l'histoire syrienne et à ce que j'ai pu en connaître en fréquentant ce peuple extraordinaire. Cette idée qu'il faut un chef. Et quand on aura le chef, tout se mettra en ordre. Mais les Français, pendant le mandat, ils se rinaient ça tout le temps, et quand finalement ils ont eu un chef qui a été élu, Atassi, Blum a joué le jeu, mais dès que Blum est parti, ils ont dit « Oh là là », bon, je ne vais pas citer un ancien ministre extrêmement respecté en France, je débattais avec lui chez Jean-Pierre Elkabbach pour la bibliothèque Médicis, et il commence à me dire « Oh, la Syrie c'est compliqué, il y a des Druzes, il y a des Alaouites », et je lui ai dit « C'est le retour de l'anthropologie coloniale », et même Elkabbach était choqué, mais j'aurais pu dire des choses pires. Évidemment, si on veut produire du confessionnel, au lieu de reconnaître du national, on y arrivera, évidemment, évidemment. Hein, et dans une, c'est même pas une tragédie, dans un cauchemar comme celui que j'ai décrit, à qui vous faites confiance? Aux gens qui sont les plus proches de vous. C'est normal. Donc vous faites confiance à votre communauté, à votre village, à votre famille, à votre fratrie. Voilà. Vu que tout est en train de s'effondrer, y compris l'armée syrienne libre, y compris le programme de la révolution syrienne, y compris les gens qui étaient censés aider la révolution syrienne et qui finalement... Voilà. Moi, j'oublierai jamais. C'était à Alep. Évidemment, ça bombardait, comme souvent. Et j'étais avec des miliciens qui avaient l'air un peu patibulaires. Donc, j'en menais pas large. Et ils me regardaient, et je chantais un peu ce qu'ils pensaient, quoi, parce que j'étais le représentant de l'Occident, là. J'étais le... Voilà. Mais ils ont été très... J'ai pris un thé, 2 thés, 3 thés. Et à un moment, il y en a un qui a dit, quand même, les Russes, ils aident leurs amis. C'est tout. C'est tout. C'était terrible. Ils ne m'ont pas du tout dit, comme on... Je vous raconte pas toutes les fois au Moyen-Orient, on m'a dit « Ouais, t'es français, ça explique ouais, ça explique Mon père était pas né, et toi, t'étais pas né. Alors, arrête, voilà. Je suis pas responsable. » Une fois, un des chefs du Hezbollah « Ouais, la guerre de Suez, arrête, j'étais pas né. » Et là... Tout le monde sait hein, qu'avec quelques missiles anti-aériens, ça aurait été différent, parce que les tueurs d'Assad sont des lâches. C'est des lâches, c'est des violeurs, c'est des pillards. Si on leur tire dessus, et que ce soit bien clair, en 2013, il ne s'agissait pas du tout de mener, comme ça a été raconté, une campagne pour... Non, juste leur dire, tu commets un crime contre l'humanité, tu payes. Au moins une fois pour tous les crimes que tu as commis et tous les crimes que tu risques de commettre. Et ils avaient très peur. Ils s'étaient tous planqués. Donc ça pouvait... générer la secousse qui aurait permis aux Syriens eux-mêmes, et après ils auraient fait ce qu'ils doivent faire, ils auraient fait des états généraux, une constituante, que sais-je. Il y aurait évidemment des tensions, il y a peu de tensions en France après la libération, évidemment,
Quand on sort d'un traumatisme pareil, et nous, c'était 4 ans d'occupation, et là, c'est bientôt que dis-je bientôt, un demi-siècle de dictature absolue. Donc voilà. Mais on n'a pas fait confiance au peuple syrien. Et du coup, on a voulu gérer en internationalisant, et là, l'ONU porte une responsabilité très lourde, parce que, voilà, Kofi Annan, voilà, ancien secrétaire général de l'ONU, bon, d'abord, il ne voit pas l'opposition syrienne, suit un petit peu comme ça à Istanbul, il ne rencontre pas les opposants sur place, il aurait pu, après tout, aller dans les manifestations. Non, non, il pense que s'il y a consensus au Conseil de sécurité, il y aura la paix en Syrie. Donc ce n'est pas une révolution, c'est une crise internationale. Les Russes soutiennent les uns, les Américains soutiennent les autres, donc on va les mettre tous d'accord. Et quand les Américains et les Russes se mettent d'accord après le bombardement chimique de Damas, ça continue en pire. Donc cette focalisation sur « on va négocier à l'extérieur » a fait que du coup on a externalisé la direction syrienne. C'est-à-dire que les révolutionnaires syriens, ils étaient tout le temps entre Istanbul, le Qatar, Riyad, Le Caire, Paris, Londres, Genève, New York, Washington. Et sur place, les gens étaient furieux parce qu'ils disaient où est l'argent, où sont les armes, hein, voilà. Et donc, la vraie différence avec l'Ukraine, parce que j'ai mentionné, la vraie différence, c'est les révolutionnaires syriens qui me l'ont dit. Des réfugiés ici, qui ont souffert des choses terribles. Qu'est-ce qu'ils disent? Vive l'Ukraine. Voilà. Ça, c'est le premier truc qu'ils disent. Vive l'Ukraine, vive la résistance, Poutine, il ne faut pas qu'il passe. Mais ils disent après, quand même, les Ukrainiens, ils ont de la chance. Hein. Parce que leur État, c'est lui qui les arme, c'est lui qui les aide. Alors que nous, notre État, c'était lui qui nous bombardait, c'était lui qui nous massacrait. Bonsoir. Je vous remercie pour la présentation que vous avez faite. Vous avez bien présenté les événements, puisque moi aussi je suis libanais et j'ai 40 ans, j'ai vécu toute la guerre libanaise avec l'occupation syrienne, et en 2005, quand les Syriens ils ont quitté le Liban. Et je crois que si on va parler de l'Assad comme tyran, on peut parler encore du père et du fils, qu'est-ce qu'ils ont fait au Liban pendant 30 ans, et comment, comme les jeunes, on a pu combattre ce tyran, si on peut dire, qui était depuis 30 ans au Liban, mais je ne sais pas si la question, vous avez dit que en Syrie, il a pu gagner, mais est-ce que tu penses en 2005, en quittant le Liban, les Libanais ont pu gagner sur l'Assad ou non? C'est le contraire de la Syrie. Et une autre question, est-ce que vous pensez, après qu'ils ont quitté le Liban, est-ce qu'ils jouent maintenant un rôle dans la crise que le Liban passe maintenant? Merci. Merci. Donc, moi, il se trouve qu'il y a 40 ans, j'étais délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban. Donc, j'ai documenté toute une série d'horreurs, dont des horreurs perpétrées par l'armée syrienne. Donc, je connais cette dimension. Le paradoxe de la tyrannie d'Assad, c'est que même si tu es au Liban, en fait, il faut mieux pas être syrien face à eux. Ils ont fait beaucoup de mal et de tueries, je le rappelle, au Liban. Mais Hama,
donc le massacre de Hama en 1982, c'était le père. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes ils ont tué. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Des gens disent encore plus. Parce que les fosses communes ont très vite été remplies, sans doute d'ailleurs avec des gens encore vivants, et tout de suite bulldozées. Et là, quand je parlais de la perversité, alors vous dites, ah oui, il n'aime pas les Assad, il parle de Coppola et tout. J'ai juste un truc qui est vraiment mafieux. L'hôtel 4 étoiles qui accueille les touristes à Hama est construit sur une fosse commune. La fosse commune de la famille qui leur avait le plus résisté. Et tous les gens, les Clio et autres qui aujourd'hui viennent, ah oui, tourisme archéologique en Syrie, la guerre est finie, etc., avec le régime qui évidemment prend 50% au moins de tout, ils logent là, au-dessus du charnier. Donc, et pourquoi il y a ce... Parce que la terreur au Liban devait être dissuasive, elle devait être spectaculaire. Hein? On tue Hariri au milieu de Beyrouth. Il faut que le monde entier sache que même le copain de Chirac, on peut le tuer au milieu de Beyrouth. C'est ça. Tandis qu'en Syrie, il ne faut pas qu'il y ait d'image. Là, j'ai rappelé, il y a un massacre qui a été commis en 2013 dans la banlieue de Damas. Et c'est seulement maintenant qu'on a les preuves, les traces. Parce qu'à la différence de Daesh, le régime Assad, lui, il préfère tuer en secret, qu'il y ait le moins d'images possibles, qu'il y ait le moins de preuves évidemment possibles. Et là, des enquêteurs, pendant 2 ans, à partir du centre d'études sur le génocide d'Amsterdam, ont réussi à prouver un massacre commis directement par la police politique de malheureux. C'était une représaille, en fait. L'officier en question, son frère avait été tué sur un front, il s'est vengé. 42 personnes. 42 personnes. C'est long, comme vidéo. Voilà. Donc, ce qui s'est passé au Liban, c'est qu'à un moment, parce que je suis français, c'est comme ça. Il n'y a plus que la France qui s'intéressait à l'indépendance du Liban. Quand il y a eu la guerre de libération du Koweït, les Américains voulaient à tout prix avoir Assad, et concrètement, ils lui ont dit « finis-en avec le Liban ». Et la France a essayé de s'y opposer, et l'armée syrienne est rentrée, Aoun s'est réfugié à l'ambassade de France, vous connaissez l'histoire, Aoun, après 15 ans d'asile en France, est revenu, est devenu un des meilleurs amis d'Assad, fils. C'est une autre histoire. Donc, moi j'étais très proche de Samir Kassir, le journaliste libanais tué dans un attentat syrien après le retrait du Liban. Juste après. C'est-à-dire, ils partent et ils disent, voilà, ok, vous avez fait partir l'occupation, bon. On va rentrer dans quelque chose de différent. On va rentrer dans le remote control. On va vous occuper à distance. Et on va commencer par tuer, comme toujours. Ça faisait déjà des années qu'ils liquidaient tous les politiciens un peu patriotes, un peu honnêtes, dans toutes les confessions, ce qui explique largement la médiocrité actuelle de la classe politique libanaise. C'est pas parce que les Libanais n'ont pas de talent. Les Syriens ont tué tous ceux qui étaient honnêtes. Ils les ont tués les uns après les autres. Et là, ils ont commencé, Samir Kassir, Gibran Toueni, et puis alors, là aussi, c'est un truc, voilà, dans les films de mafieux, il faut tuer le témoin avant qu'il arrive au tribunal. Dans la réalité syrienne au Liban, il faut tuer les députés avant qu'ils arrivent au Parlement, pour qu'il n'y ait pas de quorum. Et à la fin, parce que ça faisait passer des dispositions, donc ils ont changé leur mode de contrôle. Et puis évidemment, le fait que le Hezbollah, qui déjà est plus puissant que l'armée au Liban, se soit autant engagé en Syrie, a consolidé ce lien entre Assad et une bonne partie du régime, on va dire, au Liban. Donc,
qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans votre beau pays? On voit en fait que ce régime libanais, dont qu'on va qualifier de militaro-communautaire, avec le Hezbollah qui est vraiment au centre, du fait de sa puissance militaire, ce régime libanais a fait par la faillite économique ce que la Syrie a fait par la guerre. Mais le résultat est le même. Les élites s'en vont, la classe moyenne s'en va, et ceux qui restent sont les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui dépendent de la clientèle politique. Sauf que même là, la mobilisation, la contestation, ça paye. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais on a eu, pour ceux qui l'ignorent, au Liban, en octobre 2019, une saoura, une révolution, avec une chaîne humaine de la frontière nord à la frontière sud. Donc pour dire, comme en Syrie, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on est libanais. Et voilà le drapeau. Et la fête de l'indépendance était beaucoup mieux fêtée dans la rue qu'autour des dirigeants. Bon. Cette contestation, aujourd'hui, elle a quand même une présence au Parlement qui a surpris tout le monde. De même que des figures très proches du régime Assad ont été battues dans les élections. Non, c'est comme toujours, quoi. La démocratie, c'est le pire système à l'exclusion de tous les autres. Le vote, c'est le pire instrument à l'exclusion de tous les autres. On voit que par le vote, par les élections, y compris avec une loi électorale aussi biaisée que celle-là, eh bien, un autre Liban est possible, une autre façon de parler du Liban, qui n'est pas purement... voilà, moi je suis les chiites, toi tu es les druzes, moi je suis ceci, je te donne ça, tu me donnes une... Voilà. Mais il se trouve, bon, là j'étais au Liban en février pour l'anniversaire de la mort de Lokman Slim, y compris dans sa maison, avec sa veuve, avec sa... Lokman Slim, c'est un intellectuel libanais qui se trouve être chiite, mais lui il disait, voilà, qui a été assassiné par le Hezbollah, même si on n'a pas le droit de le dire, mais c'est comme ça. Voilà, le Hezbollah l'a tué, parce que le Hezbollah ne veut pas de voix dissidentes au sein de la communauté chiite. Pourquoi j'évoque Lokman Slim? D'abord parce que c'est une voix, comme Samir Kassir, comme tant d'autres, que ces régimes font taire. Mais parce que Lokman Slim a fait un film extraordinaire, et vraiment essayé de le voir. Ça s'appelle Tadmour. Tadmour, ça veut dire en arabe Palmyre. Et nous, Palmyre, c'est les temples, c'est les colonnades. La prison de Palmyre, c'était la pire de toutes. Maintenant, bon. Mais sous le père, c'était la pire de toutes. Et donc, Lokman a retrouvé des rescapés de cette prison, rescapés libanais, qui avaient disparu et qui sont réapparus au bout de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, et qui ont joué leur propre rôle de prisonniers, ont reconstruit ce qu'était leur quotidien carcéral, avec les tortures, les privations, etc. Et même certains d'entre eux ont accepté de jouer les geôliers. Alors je vous le dis parce que c'est vraiment un document, parce que, bon, faut pas... Voilà, je dirais... Je ne sais pas à quelle heure du jour il faut mieux le voir, c'est vous qui voyez. Mais voilà, parce qu'il y a des mots pour parler de tout ça. Mais quand on voit, alors il n'y a aucune scène de violence pure, tout est suggéré, mais le quotidien de cette magie, de cette machine à broyer de l'humain. Et c'est très fort. Et que ce soit un Libanais depuis Beyrouth, qui ait pu vraiment donner ce regard. Alors, il y a des romanciers syriens qui ont raconté Tadmour, qui ont raconté Palmyre, La coquille de Mustafa Khalif, il y a des témoignages très forts. Mais vraiment, ce documentaire, c'est, voilà, comment on dort à Palmyre, comment on mange à Palmyre, et c'est un Libanais
qu'on a fait taire, mais il y a beaucoup d'autres Libanaises et Libanais, heureusement, derrière lui. Je voulais encore vous poser la question, les Russes et les Iraniens, pardon. Les Russes et les Iraniens sont des alliés de circonstance, bien entendu, ont des intérêts parfois similaires, parfois divergents en Syrie. Les Russes notamment tiennent beaucoup aux bases navales et à une présence militaire stratégique. Les Iraniens aussi, mais ils pensent sans doute plus dans un autre sens. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors il se trouve que dans la logique Assad, qui en Syrie est largement reproduite par Poutine, enfin Bachar Poutine, Vladimir Assad, il faut toujours avoir des vrais méchants qu'on contrôle ou pas. Donc, du temps d'Assad père, et en grande partie, même si maintenant ça fait... on a complètement changé de nature. Un des atouts internationaux de Hafez al-Assad, c'était qu'il contrôlait plein de groupes terroristes qu'il avait mis au Liban. Comme ça, il disait, bah, c'est pas moi, hein, ils sont au Liban, l'armée rouge japonaise, les Hezbollah, les Carlos, Abou Nidal. Bon, c'est vrai que Carlos, Abou Nidal, il venait souvent se saouler à Damas, mais voilà. Et donc, c'est le syndrome du pompier pyromane. Là, vous avez des bombes, vous avez des otages. Ben, je vais vous libérer les otages, mais évidemment, vu que c'est toi qui les as pris. Enfin, pas directement. Hein. Et donc, pareil, le fauteuil. Et vous aviez le fauteuil en face. Jesse Jackson qui venait récupérer un otage américain, tel ministre français qui venait récupérer, qui à chaque fois devait dire merci au président Assad. C'est extrêmement pervers comme système. Eh bien, si j'évoque ça, c'est parce que les Russes font la même chose avec l'Iran. Vous avez absolument raison. Leurs intérêts ne sont pas complètement compatibles. Et après, c'est pas le problème des Russes. Les Russes ont mené en Syrie une guerre au moindre coût. Il y avait des vrais méchants avec de l'armement lourd. C'était Daesh. C'est les Occidentaux qui s'en sont occupés. Les Russes ont laissé tomber Palmyre. Palmyre, c'est quand même 200 km de désert avant d'y arriver. Les djihadistes ont pris Palmyre. Les Russes ont libéré Palmyre. Les djihadistes ont repris Palmyre. C'est la seule ville de Syrie qui a été libérée 2 fois de Daesh. Pour dire que vraiment, pour les Russes, Daesh était le cadet de leurs soucis. Les Occidentaux sont occupés, ils avaient leur... voilà. En revanche, l'Iran, c'est formidable. Dire, si je ne retiens pas l'Iran, l'Iran va faire un malheur. Si je ne retiens pas l'Iran, l'Iran va s'installer à la frontière nord d'Israël. Ça, c'est formidable. Et ils en jouent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le monde marche. Tout le monde marche. À commencer par Netanyahou. Alors, Netanyahou, qui a quand même été Premier ministre, enfin, il était Premier ministre 2 fois, mais la deuxième fois, ça a quand même été de 2019 à 2021. 2009 à 2021. 12 ans. Pendant 12 ans, il en avait que pour Poutine. Tous les présidents américains, c'était des mous. Il n'osait pas le dire à Trump, mais il trouvait que Trump en faisait pas encore assez. Par contre, Poutine, ça, c'était l'homme de son cœur. Un vrai dur. Un vrai mal alpha comme lui. Hein? Avec Poutine, on pouvait s'entendre. Poutine invitait Netanyahou au défilé de la victoire, le 9 mai. Ce n'était pas donné à beaucoup de dirigeants au Moyen-Orient. Et Poutine lui avait dit « je contrôlerai les Iraniens ». À supposer que les Russes aient pu contrôler les Iraniens.
Parce qu'il faut bien voir, je vais faire le geste. Mais les Russes, ils sont dans l'air, les Iraniens sont par terre, à terre, excusez-moi. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak. Les Américains ont compris, au bout de longues années, qu'ils avaient fourni la couverture aérienne à l'infiltration terrestre de l'Iran. Voilà. Donc les Russes savent ça. Et les Russes, ils veulent pas... de temps en temps, ils envoient quelques Tchétchènes pour gérer des problèmes mafieux à Alep, à Damas ou ailleurs. Mais ils veulent pas s'impliquer dans tout ça. Ils veulent que ça tourne, que Wagner puisse recruter un peu. Voilà. Mais ils n'ont pas besoin de faire de la micro-gestion de la Syrie. Les Iraniens adorent, les Iraniens infiltrent, les Iraniens achètent, les Iraniens maintenant, alors c'est vrai que je ne suis pas là récemment, mais tout autour de la mosquée des Omeyyades, dans le cœur de Damas, ils ont investi parce qu'il y a des sanctuaires chiites, etc. Dès qu'il y a un sanctuaire chiite, ils étendent autour. Bon. Et donc régulièrement, les Russes laissent ou ne peuvent pas empêcher les Iraniens de se rapprocher d'Israël. Donc Israël bombarde. Donc la première fois qu'Israël a bombardé, il y avait, on me l'a raconté, mais bon, je n'ai pas pu le mettre dans mon livre sur Netanyahou parce que la source était discrète. Enfin, je vais vous confier cette histoire que Netanyahou en Conseil des ministres dit « Poutine m'a menti ». Alors là, il y a quelqu'un qui rigole, et c'est Lieberman, qui est d'origine moldave. Lui, l'idée que Poutine ment, enfin, Poutine respire, donc il ment. Voilà, mais Netanyahou était tombé comme d'autres. Hein. Poutine m'a menti, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Poutine m'a menti. Ah bon, c'est terrible. Hein. Poutine vous a menti. Oh là 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 là. Et donc, maintenant, alors les Russes ont mis au point quelque chose de, comme toujours, qui est un peu bricolé, mais qui est très très efficace. C'est que quand les Israéliens arrivent, les Israéliens les préviennent, enfin je ne livre pas de secret militaire, hein, et ils ne brouillent pas leur communication pour qu'ils puissent bombarder les Iraniens. Les Iraniens pourraient se plaindre à Moscou. Non, les Iraniens ont accepté le jeu. C'est comme ça. Voilà, c'est une espèce de truc. Puis, de toute façon, à la fin, bon, de temps en temps, il y a un officier des gardiens de la Révolution. Mais généralement, c'est des sans-grades, des miliciens qui se font tuer. Ou des gars d'Assad. Ce qui, pour les Iraniens, vraiment, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ont un grand mépris. Alors, eux, ils ont vraiment un grand mépris pour Assad. Hein. Qui est même pas chiite, alors que tout le monde dit ah oui les Alaouites c'est des chiites, c'est pour ça qu'ils les aident, pas du tout. Pour les Iraniens c'est à peine des musulmans les Alaouites. Hein, ils les aident pas du tout pour des raisons confessionnelles, ils les aident pour ce que vous avez décrit, c'est-à-dire avoir cette continuité qui va de leur territoire jusqu'à la Méditerranée, hein, via le voilà. Bon. Donc et puis on a toujours l'idée ah, les Russes voudraient bien une transition en Syrie, mais ils ne peuvent pas à cause des Iraniens. Alors ça, c'est... Et il y a des gens qui le croient. Donc il faut que les Russes soient encore plus forts en Syrie, comme ça ils pourront faire pression sur les Iraniens, qui pourront faire pression sur Assad. Mais on est dans quel film? Jamais, jamais, jamais ils feront ça. C'est trop bien. Et puis de toute façon... à supposer qu'ils le veuillent, les Russes ne savent pas faire la paix. Regardez la Tchétchénie. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Tchétchénie? Ils ont donné les clés au fils le plus dingue d'un des chers qui s'était rallié à eux, Kadyrov, Ramzan Kadyrov. Ils lui ont donné les clés. Ils n'ont pas essayé de faire un processus de paix, etc. Et la Tchétchénie, non seulement est ultra répressive, mais elle continue régulièrement à tuer des opposants à l'étranger. Ils n'ont pas fait un processus de paix. Ils ne feront jamais de processus de paix dans le Donbass ou ailleurs. Ils ne savent pas. Il faut comprendre que Poutine ne sait pas faire la paix. Le monde serait sans doute meilleur s'ils savaient. Ils ne savent pas. Donc voilà, ce qu'ils savent, c'est ça. Et donc ils ont épuisé leur ingénierie.
C'est pour ça que dans le vide américain, dans le vide laissé par le désengagement américain au Moyen-Orient, les Russes ne pourront pas s'engouffrer, parce qu'ils sont déjà au bout de ce qu'ils savent faire. C'est comme avec Laurent Fourcy, ils sont au bout. Donc ils peuvent ramener plus d'avions, mais c'est tout, c'est tout. Ils savent faire ce qu'ils sont faire, un peu plus, mais ils ne savent pas faire différemment. Imaginons un moment qu'ils aient ramené la paix en Syrie. Mais Poutine serait le roi du Moyen-Orient. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc ça va continuer, ces petits jeux-là, voilà, avec l'Iran. Puis voilà, régulièrement, les Israéliens bombarderont. Et puis les Iraniens pourront dire, vous voyez, hein, oh, qu'est-ce qu'on combat l'ennemi sioniste et tout. Voilà. Alors que la population iranienne, elle veut plus entendre parler de tout ça. Elle veut qu'on s'occupe d'elle, elle veut qu'on arrête les aventures à l'étranger, elle veut... Voilà, qu'il n'y ait pas des milliards qui partent pour le Hezbollah, pour l'Irak ou pour Assad. Hein. Mais ça continue. Et on voit bien que tout le monde, enfin, tout le monde dans cette bande de criminels en profite. Alors, je suis désolé de revenir encore à Obama, mais voilà, Obama, quand il fait l'accord sur le nucléaire iranien, il dit, ça y est, là, ouah, j'ai gagné, le Moyen-Orient va être pacifié, parce que non seulement il n'a pas compris la révolution syrienne, mais il n'a pas compris le régime iranien. Le régime iranien, il y a une face publique, qui est le président élu, c'est lui qui négocie avec Obama, et puis il y a le régime, et le régime, il est théocratique, avec à sa tête l'ayatollah Khamenei, qui est infaillible, Vilayat el-Faqih, c'est infaillible. Hein. Et donc, pendant toute la négociation, Khamenei disait, il continue à dire, mort à l'Amérique, nous négocions. Bon, moi j'aurais été inquiet. Non, il signe. Et ça va être une nouvelle ère pour le Moyen-Orient, etc. Qu'est-ce qui s'est passé après l'accord sur le nucléaire? Moi, je suis pour cet accord. Je suis pour qu'il existe, qu'il soit rétabli, etc. Sauf qu'il ne faut pas croire qu'il vaut plus que ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est le président, donc la face ouverte du régime qui a signé, mais le régime, lui, grâce à l'accord, a intensifié l'envoi de ses milices en Syrie, en Irak, l'envoi de ses milices irakiennes en Syrie, l'envoi du Hezbollah, etc. Donc, on le voit très clairement hein, sur le terrain. Hein, c'est impressionnant. Donc, il y a aussi une forme d'incompréhension du jeu iranien dans la région qui, à la fin, a profité à Assad, à Poutine et à Khamenei, et évidemment a constitué une tragédie supplémentaire pour le peuple syrien.